Perspective, voici la nouvelle tribune que Lynx FM a conçue, présente à son audimat. Cette émission donne lieu à un débat, des questions-réponses, des échanges et enfin une antenne ouverte au public. Perspective aborde successivement divers thèmes essentiels à l'édification multiforme d'un pays et c'est tous les vendredis de 17h à 18h avec Maguette Bodge. Mes auditeurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de votre émission hebdomadaire Perspective qui revient sur le thème traité la dernière fois, le vendredi dernier, avec notre invité, M. Philippe Leclerc. Chers auditeurs, pour cette deuxième émission sur l'économie solidaire, je vous rappelle les grands enjeux. 10% des hommes les plus riches du monde détiennent à eux seuls 86% de la richesse mondiale, alors que la moitié de la population mondiale ne dispose que de 0,5% de cette richesse. Sur notre continent, la majorité des populations vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire ne pas manger, pas à sa faim, ne pas se loger correctement, ne pas envoyer les enfants à l'école, ni avoir accès aux soins médicaux. Avec le salaire minimum fixé à 440 000 francs en Guinée, il est impossible de vivre à Conakry. Avec ces maigres moyens, nous achetons des biens importés forcément à bas prix et qui pour ces raisons ne sont pas de bonne qualité, ce qui nous oblige à les remplacer souvent. Que de gaspillage. Comment faire face à ce déséquilibre? Partout dans le monde, d'autres formes d'économie se mettent en place, poussées par des populations de plus en plus solidaires et raisonnables, qui pensent que gagner toujours plus d'argent ne rend pas forcément heureux et qu'il est préférable de mieux répartir les richesses pour que chacun dans son pays puisse vivre décemment en harmonie avec son voisin. Ces autres formes de relations entre les hommes, on les retrouve sous le terme générique d'économie solidaire. Des initiatives se développent et prennent de l'ampleur, aidées par le formidable outil de communication planétaire qu'est l'Internet. Je vous rappelle que nous recevons M. Philippe Leclerc, diplômé de l'Université de Valenciennes en France, avec le master intitulé Développement local et économie solidaire. Créateur d'entreprises plusieurs fois primé, il intervient en Afrique depuis 2006 et depuis 2 ans en Guinée dans la mise en œuvre de projets d'utilité collective ainsi que dans le domaine de l'audit organisationnel et financier à partir d'un bureau d'expertise comptable. Dans une première édition, nous avons essayé de définir ce qu'est l'économie solidaire. Vous pouvez la réécouter sur YouTube en tapant Perspective Guinée Lynx FM sur votre moteur de recherche. Dans ce deuxième volet, nous allons parcourir les conditions de réussite d'une entreprise solidaire. Monsieur Leclerc, bonsoir, bienvenue sur Lynx FM. Merci Monsieur Maguette, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Dans ce deuxième volet, effectivement, on va faire quelques points de rappel. L'économie solidaire se développe à grande échelle en ce début du XXIe siècle. Ce qui est réjouissant, c'est que sont de nouvelles relations humaines qui créent les solidarités et le partage et qui provoquent ce raz-de-marée. Regardez plutôt avec de simples applications sur votre portable. À notre époque, vous pouvez échanger votre logement durant 1 mois de congé, par exemple, avec un habitant de New York ou de Paris. Une fois sur place, par le même moyen, vous pouvez louer à petit prix la voiture d'un particulier ou trouver une place dans son véhicule pour un long trajet. Tout ceci traduit un changement dans les comportements. Dans le domaine économique, je vous rappelle l'histoire de ce patron américain, nous en avions parlé la dernière fois, qui baisse son salaire pour mieux payer ses 120 salariés. L'entreprise solidaire, ce sont aussi des banques coopératives, des regroupements d'éleveurs. Je veux citer ici l'exemple des fermiers de Loué en France. Ce sont 1080 éleveurs
qui élèvent et qui vendent d'excellentes volailles certifiées par un label. Ne croyez-vous pas que quelque chose est possible en Guinée à ce sujet ? Ce qui est encourageant, c'est que ces nouveaux comportements sont adoptés par des jeunes, ceux qui sont nés avec Google, avec Messenger, avec Viber et autres messageries. Je vous rappelle, nous l'avons déjà évoqué, l'économie solidaire, c'est aussi le commerce équitable. Il y a des gens partout dans le monde qui achètent des produits uniquement parce que l'on sait que les producteurs sont mieux rémunérés qu'avec des produits ordinaires. La finance éthique, il y a des personnes qui placent leurs économies pour investir dans des entreprises de l'économie solidaire et uniquement celles-là. Le tourisme solidaire, une autre façon de faire du tourisme au plus près de l'habitant. L'agriculture durable et les systèmes d'échange locaux. Nous avions évoqué ces systèmes d'échange qui sont un peu en marge de l'économie. C'est le menuisier qui va rendre service et à l'inverse qui va rendre service par exemple à un frigoriste comme on dit ici. Et en retour, le frigoriste va rendre service à ce menuisier. C'est des échanges de savoir. Mais l'économie solidaire, c'est ce que je voulais souligner, n'exclut pas pour autant la recherche de profit individuel. Les pratiques de l'économie solidaire sont parfois très proches de celles de l'entreprise, y compris dans le domaine industriel. Par exemple, Acom, cette société française, est le deuxième fabricant européen de fibres optiques. Elle emploie 1430 personnes et réalise 59% de son chiffre d'affaires, qui est, entre parenthèses, de 350 millions d'euros par an, à l'international. Eh bien, cette entreprise est une société coopérative. Cela veut dire que l'ensemble des salariés sont des associés, des coopérateurs de cette entreprise. L'économie solidaire en France, c'est 10% des emplois et qui ne peuvent pas être délocalisés parce que généralement, ils sont au plus près de l'habitant. Tout cela pour vous dire que de plus en plus, à travers le monde, on retrouve cette notion sur laquelle nous reviendrons plusieurs fois, à savoir que la qualité du travail génère des marchés parfois à de très fortes valeurs ajoutées et que le management social et humain de l'entreprise est un facteur de réussite économique. Oui, merci Philippe. Donc ça c'est presque un rappel que vous nous avez fait, effectivement, c'est très important. Et le thème d'aujourd'hui de notre émission, de nos échanges avec les auditeurs, c'est plutôt les conditions d'établissement d'une économie solidaire. Ces conditions d'établissement d'une économie solidaire supposent un respect des règles et des normes, ce qui peuvent être environnementales, sociales, économiques. Monsieur Leclerc. Alors effectivement, le respect des règles et des normes, qu'elles soient environnementales, sociales, mais aussi économiques, c'est peut-être ce qu'il y a le plus difficile à faire en Afrique, qui agit beaucoup dans l'informel. Mais pour combien de temps encore ? Est-ce que le pays peut réellement se développer si ces entreprises et leurs salariés ne sont pas déclarés ? Ou ne tiennent pas une comptabilité même simple ? Ou ne respectent pas les normes d'urbanisme ou pour l'environnement ? Une entreprise est faite pour durer le plus longtemps possible, pas pour exploiter en détruisant et partir comme cela a malheureusement été trop souvent le cas, je pense notamment à l'industrie pétrolière. Autrement dit, qu'est-ce que vous voulez souligner par là ? Qu'est-ce que vous voulez dire précisément ? Vous pouvez un peu plus expliciter votre pensée ? On sait par exemple que l'exploitation pétrolière au Nigeria, par exemple, après l'exploitation, l'entreprise est partie, n'a pas rempli ses obligations en matière de respect de l'environnement. Il y a des zones totalement polluées. Bon, les entreprises maintenant, parce que heureusement les choses évoluent, commencent à agir, mais elles ne l'ont pas fait tout de suite et cela a provoqué d'énormes dégâts. Nous le savons bien, nous avons l'exemple du Nigeria, il y en a certainement beaucoup d'autres en Afrique. Donc tout ceci est valable aussi bien pour les petites entreprises que pour les plus grandes. Le pêcheur, si on prend l'exemple de la pêche, est-ce qu'il ne doit pas préserver sa ressource ? Ici, moi j'adore les langoustes, en Guinée j'en trouve, mais j'ai déjà mangé des langoustes toutes petites, qui ne sont pas à maturité, et qui donc n'ont certainement pas eu le temps de se reproduire. Alors nous verrons que ce pêcheur, qui a un savoir-faire incontestable, pourrait peut-être, avec un accompagnement, devenir plutôt un éleveur de poissons à forte valeur ajoutée, avec une production constante, donc prévisible.
Quand vous dites que ce pêcheur peut être demain un producteur de poissons, c'est-à-dire vous faites allusion à l'élevage, l'aquaculture, c'est comme ça, c'est le terme consacré. Et concernant les langoustes, là ce que vous dites est assez intéressant parce que pêcher des langoustes qui ne sont pas en maturation, je sais pas, qui ne sont pas à maturité, adultes, c'est un peu désastreux. Mais il y a une solution, monsieur Leclerc. Il faut les rejeter. Mais quel est le pêcheur qui doit manger tous les jours, qui va rejeter le produit de sa pêche? Il faut aussi l'éduquer. Un travail d'éducation. Et un travail de formation aussi. On pourrait très bien imaginer un petit dédommagement pour le geste de rejet à la mer d'une prise qui n'est pas mature, pour préserver la ressource tout simplement. Par exemple, dans le cas spécifique de la Guinée, vous trouvez ces fonds pour dédommager un pêcheur qui a le souci de rejeter à la mer ces langoustes qui ne sont pas encore à maturité. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas le plus facile pour nous, par exemple, si on prend le cas de la Guinée, est-ce que ce ne serait pas plutôt de les mettre à l'école de la culture des langoustes, par exemple, comme des poissons, l'élevage des langoustes, comme l'élevage des poissons, monsieur Leclerc? Bien entendu, c'est ce que je voulais dire à l'instant. Où trouver les fonds? Il y a toujours des fonds. Même ici en Guinée, je connais des investisseurs et lorsque les choses sont transparentes, nous allons y venir juste après dans les conditions de réussite de l'économie solidaire, on trouve des investisseurs pour accompagner les transformations économiques. Encore faut-il que la confiance soit installée. On ne va pas donner de l'argent. On sait bien ici qu'on va multiplier le nombre de fausses langoustes pour récupérer l'argent. Donc tout ça doit être un peu organisé, mais vous avez raison. Le plus important reste l'accompagnement et la formation. Et le pêcheur qui est en mer, il n'est pas facile de l'avoir sous la main. Donc des opérations de sensibilisation, d'approche sont nécessaires, bien évidemment. Parce que là, c'est plutôt les pêcheurs artisanaux, comme on les appelle, qui sont concernés. En parlant de pêche, vous nous faites penser à quelque chose. Si nous ne nous trompons pas du tout, ça fait plus de 10 ans que la Guinée n'exporte plus de poissons en direction de l'Union européenne. Parce que tout simplement, la Guinée ne répond pas aux normes d'hygiène, de qualité, d'infrastructure, de structure également, chargées du traitement de ces produits halieutiques jusqu'à leur exportation. Alors, monsieur Leclerc, tout ceci pose un problème. Donc, il y a d'abord ce grand problème au niveau même de l'ensemble de la pêche artisanale. Et puis il y a ce volet non moins important dont vous parlez, c'est-à-dire former les pêcheurs dans les divers dans le processus d'augmentation en matière de qualité et de quantité d'autres espèces comme les langoustes dont nous venons de parler et bien d'autres espèces de poissons, par exemple, monsieur Leclerc. Alors nous sommes tout à fait dans le thème du jour, puisque le chapitre que nous discutons actuellement, c'est le respect des normes. Donc on est en plein dedans. Nous n'allons pas nous focaliser, parce que nous avons d'autres points à soulever, nous focaliser sur la pêche. Ça nécessiterait, je suppose, une émission entière et accompagnée des intéressés, c'est-à-dire les pêcheurs eux-mêmes, qui en connaissent bien plus que nous. Mais pour en revenir à notre thème, le respect des normes, vous venez vous-même de le souligner à l'instant, est indispensable, sinon obligatoire. Mais pour que le respect des normes puisse être accepté, il faut qu'il soit enseigné. Il n'est pas utile d'apprendre par exemple la comptabilité, mais il faut s'imposer de respecter une certaine méthode. Cela veut dire quoi? Moi j'avais une grand-mère qui avait un restaurant en Tunisie. Du côté de ma mère, on est tunisien. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle faisait ses comptes tous les jours. Elle s'y astreignait et elle savait très exactement comment faire tourner son restaurant et ses 8 enfants. Donc respecter des normes, c'est pas seulement apprendre une technique
tout le monde n'est pas comptable, c'est changer de comportement et s'imposer des méthodes. S'astreindre à respecter des méthodes. Nous verrons, c'est un point très important pour le développement économique. Nous pourrons y revenir d'ailleurs dans une émission spéciale. Cela nécessite des changements de comportement qui ne sont pas toujours faciles, parce qu'on n'a pas le temps, parce que l'on croit qu'on ne va pas y arriver, ou tout simplement parce qu'on n'est pas accompagné pour le faire. Ici en Afrique, on a l'habitude de se lancer un peu à l'aveuglette, sans vraiment prévoir le lendemain, et comme les gens sont courageux, ça fonctionne quand même. Mais lorsqu'on se lance dans une activité, il faut voir plus loin, il faut voir plus grand, il faut se faire aider pour cela. Il faut s'astreindre donc à certaines tâches, même si cela n'est pas facile tous les jours. Plus que du savoir-faire, il faut apprendre à savoir être, réfléchir à plusieurs, ne pas rester seul, faire des prévisions même grossières, adopter un plan de travail, être précis, être méticuleux. Tout cela, c'est du savoir-être. Vous me parliez de quelque chose aussi d'assez important dans ce processus. C'est le changement des relations dans l'entreprise. Patron, salarié, c'est important. Alors oui, c'est un deuxième point important des conditions de réussite de l'émergence d'une économie, qu'elle soit solidaire ou pas d'ailleurs. Nous l'avons vu, les conditions de réussite, et cela s'applique à l'économie solidaire aussi bien qu'à l'économie traditionnelle, c'est le changement dans les comportements dans l'entreprise. Nous avons vu lors de la première émission que ces changements s'opèrent petit à petit. Ici, en Guinée, je rencontre des patrons qui sont obligés de surveiller leurs employés parce qu'ils vendent à leur propre compte les produits de l'entreprise. À l'inverse, les employés, qui généralement ne sont pas bien payés, ne peuvent pas faire autrement que de détourner. C'est encore pire quand le patron est l'État et que les détournements s'opèrent aussi par le directeur ou le chef de bureau. Les répartitions sont d'ailleurs très bien organisées à plusieurs niveaux de décision dans ces cas-là. Nous le savons bien. Inutile de se voiler la face. Oui. Mais là, vous parlez de changement de comportement, aussi bien du côté de l'employeur, que ce soit l'État, que ce soit dans le privé, mais également du salarié, mal payé, pas motivé, mais dont on ne peut pas exiger de lui de la loyauté à toute épreuve. Parce qu'il est mal payé, il a des problèmes de gestion quotidienne de sa vie, un stress permanent, c'est compliqué. Mais aussi, M. Leclerc, on n'encourage pas également que dans les situations qu'il n'hésite pas à détourner ou à voler, j'aime pas trop le mot, mais c'est cela, on les excuse pas. Il faut peut-être qu'ils soient aussi un peu, qu'ils puissent dépasser certaines situations. Vous allez me dire, il est vrai que le dénuement matériel, financier, ça fragilise l'individu, M. Leclerc. Alors c'est un point essentiel dans le cadre des changements de comportement. Moi j'ai côtoyé ici des blancs, soyons clairs, qui arrivent, qui évidemment trouvent que les habitudes sont mauvaises, qui râlent, qui disent tous des voleurs, il faut changer ça. Est-ce que c'est la bonne solution lorsqu'on est en face de gens qui gagnent 450 000 francs par mois? Alors, à cette étape de notre entretien, je voudrais vous citer un exemple, parce que tant que les gens n'auront pas l'essentiel pour vivre, et à notre époque, vivre, ça comprend l'eau, l'électricité, l'école, le moyen de se déplacer, forcément, ils devront détourner pour survivre. Ils devront se débrouiller pour survivre. Je voulais mettre en avant une histoire française intéressante, celle du juge Magniot. Cela se passe le 4 mars 1898. Nous sommes au 19e siècle. Le juge Magniot a acquitté une jeune fille mère, qui était donc seule avec ses enfants, parce qu'elle avait dérobé du pain chez un boulanger et parce qu'elle n'avait rien mangé depuis plusieurs jours. Il l'a acquittée. Le juge fonde sa décision, qui a été confirmée par la cour d'appel, sur l'état d'absolue nécessité de la prévenue. Cette affaire fera la une de la presse parisienne à l'époque et vaudra à ce juge le surnom de bon juge. Et ce fut ensuite inscrit sur sa pierre tombale. Eh bien, on peut considérer, c'est mon opinion en tout cas. Monsieur Leclerc, alors là, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur les faits
que produit l'anecdote que vous venez de raconter. Bon, je suis tout à fait d'accord que ce juge-là, qu'on l'appelle le bon juge, parce que ça, c'est du vol par nécessité, des situations de nécessité. Alors, ça me fait penser un peu à ce qui se passe en Afrique. Des gens qui ont commis le délit de menu larcin et qui copent de lourdes peines de prison, alors que devant, il y a de vrais détourneurs en col blanc, puis qui n'encourent pas de peine ou alors qui encourent de toutes petites peines, Monsieur Leclerc. Nous n'allons pas à nous seuls faire la justice en Afrique ou la Guinée. Nous parler un peu de cet aspect de la je ne peux donner l'inégalité sociale, voilà, c'est ça. Je ne peux donner qu'un avis personnel, bien sûr. Évidemment qu'il y a des grands détourneurs en col blanc et qu'il ne faut absolument pas les excuser. On ne parle ici que de l'état de nécessité absolue. Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui ne peut pas manger, soit il devient fou, et hélas, on en côtoie dans la rue. Il y a certainement de braves gens dans ces fous qui se baladent nus dans nos rues et qui ne mangent pas à leur faim, ou les innombrables mendiants qui sont dans nos rues. Les poubelles ne sont pas nourrissantes comme les poubelles européennes. Voilà, c'est ça. Donc l'état de nécessité absolue, c'est celui-là. C'est pas celui du cadre d'un ministère qui roule dans sa grande voiture et qui veut entretenir une deuxième ou une troisième femme. L'état de nécessité absolue, il reste à définir, même ici en Guinée. Parce que là, je rêve de voir un bon juge guinéen qui saura faire la part des choses. Mais je crois ici aussi que les choses évoluent. Donc, on peut considérer quand même que la majorité des Africains, vous l'avez dit en introduction, sont dans un état de nécessité absolue, lorsqu'ils ne mangent pas à leur faim. Tant que le niveau de vie est insuffisant, les comportements seront déviants par rapport à la loi. Et cela représente un frein au développement économique. Heureusement aussi, il y a des entreprises qui fonctionnent bien, parce qu'on parle toujours des trains qui déraillent et jamais de ceux qui partent à l'heure. Il y a des entreprises qui fonctionnent, et un peu partout en Afrique, c'est ces expériences-là qu'il faut mettre en exergue. Comment, Monsieur Leclerc, comment sortir par le haut de ces situations, selon vous? Alors, il y a, dans le changement de comportement dans l'entreprise, je crois qu'il faut avant tout parler. Parler, ça veut dire quoi? Ça ne pas se voiler la face. Il y a des situations, nous savons bien, on est en Guinée ici, donc nous savons bien que tout le monde cherche à tricher pour gagner sa vie. Il faut se le dire. Il ne faut pas se voiler la face. Je pense à ces patrons qui se plaignent de leurs employés. Il faut à un moment donné prendre le temps de se poser et se dire les vérités. Organiser des temps de parole dans l'entreprise et ne pas avoir peur de parler. S'accorder sur un contrat de développement dans lequel chacun fait des concessions et il faut rétablir la confiance. Parce que ce qui est très frappant dans les entreprises ici, celles dont nous parlons, c'est que l'on ne se parle pas. Il y a des rapports de force qui sont assez malsains parfois. Et ça va à l'inverse du développement économique, ou du développement de l'entreprise elle-même. Donc ne pas hésiter à se parler. Alors je sais qu'en Afrique, on ne dit pas toujours les choses ouvertement. On me reproche à moi, l'Européen, très souvent de dire les choses trop crûment. On me dit ici, on ne dit pas les choses aussi franchement. Celui qui dit la vérité est mal vu. Il faut, dans le cas d'une entreprise, je pense, s'y astreindre quand même, parce que c'est la survie même de l'entreprise qui en dépend. Combien de temps l'employé va devoir détourner ou vendre à son compte les produits de l'entreprise? Combien de temps et que de temps perdu par les patrons pour surveiller ses employés pour ne pas qu'ils détournent? Les chefs d'entreprise, eux aussi, doivent comprendre que la qualité du travail d'un personnel motivé génère du chiffre d'affaires supplémentaire. C'est là la clé du succès. Et accepter que la confiance, à nouveau scellée, ça peut être même un papier, un pacte, un contrat entre les salariés et le patron d'une entreprise, cela peut se traduire par des mots écrits. Accepter qu'en retour, dans ce challenge du gagnant-gagnant, il faut accepter aussi d'être contrôlé. Parce que la confiance, comme on le dit, n'exclut pas le contrôle. Et il ne faut pas en avoir peur. Monsieur Leclerc,
Mais vous ne pensez pas également que ces entrepreneurs, disons, ces patrons d'entreprise, quelle qu'en soit la taille, manquent également de ce que je puis l'appeler psychologie sociale? Parce que lorsque l'on ne témoigne pas du respect à ses employés, lorsqu'on essaie souvent de leur faire douter d'eux-mêmes, lorsque l'on ne se soucie pas de leurs préoccupations, je dirais pas primaires, mais fondamentales, dans leur vie familiale comme dans leur vie professionnelle, lorsque l'esprit d'équipe n'est pas mis en avant, aussi bien par les patrons que pour ceux qui sont chargés de la gestion des ressources humaines, n'existe pas, Monsieur Leclerc. Effectivement, on est en plein dans le sujet. Alors, il faut, à la décharge des patrons, j'ai vu des patrons ici qui ont beaucoup de mérite, qui se sont lancés quand même dans des affaires importantes, qui nécessitent de produire tous les jours. Je pense à des boulangers que je connais. Donc, il n'est pas facile de savoir tout faire quand on est un patron. Il ne faut pas hésiter, je pense, à se faire accompagner. On n'a pas l'habitude ici de partager, encore une fois, même les difficultés. Il faut pourtant le faire parce que c'est une des conditions de réussite très importante. Ne pas hésiter à s'ouvrir des difficultés de l'entreprise, parce que je le sais pour l'avoir été moi-même, lorsqu'on est patron, on est très souvent seul. On n'a personne à qui parler. On est face à d'énormes responsabilités, à des problèmes, et ici en Guinée, ils peuvent être nombreux, problèmes de courant, problèmes d'eau, d'innombrables problèmes, et on ne peut pas tout mettre sur le dos des patrons, qui ont quand même du mérite. Mais c'est l'occasion, cette émission, de leur dire, n'hésitez pas à partager même vos difficultés, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a des gens de valeur ici, en Guinée, qui peuvent participer à ces changements pour essayer d'obtenir une qualité du dialogue qui est une clé de la réussite. Clé du dialogue, qualité de travail égale du chiffre d'affaires supplémentaire. Ça, vous venez d'énumérer pratiquement les conditions qui font qu'on puisse obtenir de la qualité. Et la qualité, c'est du marché, vous dites. C'est mon leitmotiv. On sous-estime souvent les problèmes de qualité qui peuvent générer de très lourdes pertes financières. C'est un client insatisfait qui renvoie la marchandise, par exemple, parce qu'elle n'est pas bonne, ou qui fait baisser les prix parce que la marchandise n'est pas de qualité. Je peux vous citer l'exemple que j'ai vécu moi-même. J'ai signé un jour, dans le cadre d'une de mes entreprises, un très gros contrat avec un très grand groupe américain pour le conditionnement d'une matière plastique destinée à fabriquer des câbles électriques. Lorsque j'ai signé le contrat, c'était à la Défense, quartier de la Défense à Paris, le quartier des affaires, très impressionnant pour le jeune chef d'entreprise que j'étais. J'ai vu sur le bureau du PDG une lettre de la NASA qui réclamait à tous les fabricants des composants les plus infimes qui composent la navette Challenger qui venait d'exploser, qu'il leur réclamait des explications sur la qualité des lots de produits qui avaient été mis à disposition pour fabriquer cette navette. Il s'est avéré depuis d'ailleurs que c'était effectivement un dysfonctionnement d'un joint d'un des boosters de la navette qui l'a fait exploser. C'est pour vous dire que les problèmes de qualité, qui à la base peuvent être infimes, parce que dans le cas qui m'intéresse, j'ai remporté ce marché tout simplement parce que celui qui le faisait auparavant, qui était américain, on retrouvait de la pollution dans cette matière. On retrouvait un briquet, une paire de ciseaux. Les salariés ne font pas attention, jettent n'importe quoi dans une matière sans se douter qu'elle va finir sur une navette spatiale. C'est pour vous dire la détresse des ingénieurs du groupe en question lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes qualité qui coûtent des milliards de dollars. Donc c'est pas seulement la qualité, un but en soi, c'est aussi une façon de faire d'énormes économies. Imaginez, on peut rêver, Monsieur Maguette, imaginez qu'en Guinée, nous n'ayons que des produits d'excellente qualité, qu'il ne faille jamais remplacer. Mais ça serait le paradis. Alors là, vous me disiez tantôt que les salaires équitables sont un levier pour générer la qualité du travail, bien sûr, Monsieur Leclerc. C'est évident que
Servir des salaires équitables peut être un moyen de remporter plus de marché, puisque ça va générer de la qualité. La présence des salariés au capital peut même autoriser un intéressement sur le chiffre d'affaires. Dans les pays riches, j'ai plusieurs exemples en tête, l'intéressement au chiffre d'affaires peut représenter plus de 25% du salaire. Ce qui veut dire que si vous gagnez 1 million par mois, la prime peut atteindre 250 000 francs, si on parle en francs guinéens. Comme généralement les primes à l'intéressement sont versées à la fin de l'exercice comptable, le salarié peut gagner près de 3 millions par an, payés en une seule fois, comme prime d'intéressement. Donc il est évident qu'un salarié bien servi, qui est motivé par des primes, si l'entreprise gagne, lui va gagner. Tout ça est un cercle vertueux dans lequel il faut s'efforcer de rentrer. En économie solidaire, c'est plus facile parce qu'on a des gens qui sont ouverts à de nouvelles relations. Dans l'économie traditionnelle, on le trouve aussi de plus en plus parce que chacun convient que c'est une des clés de réussite. C'est très important, de plus en plus, même dans l'économie traditionnelle, en Europe, les salariés soit ont une prime, soit ont des actions de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils deviennent petits actionnaires. Lorsqu'on est dans une grande entreprise, il y a des millions d'actions qui sont sur le marché. Il semble que ce type d'entreprise est de plus en plus répandu en Europe, en France aussi. Et comment on l'appelle d'ailleurs? Le personnel est en même temps actionnaire, salarié et actionnaire. Et souvent, sans nul doute, c'est des entreprises qui ont une certaine pérennité. Alors ce sont de petits actionnaires, parce qu'en général ce sont des grands groupes. Vous-même, il existe des actions de grands groupes que vous pouvez avoir à 100 000 ou 200 000 francs guinéens. Vous pouvez devenir demain actionnaire. Donc il faut simplement choisir la bonne entreprise, celle qui va gagner de l'argent et vous servir un petit bénéfice chaque année, un petit dividende. Oui, les salariés deviennent, si je prends le cas des grandes entreprises publiques ou récemment nationalisées comme l'électricité de France, tous les salariés d'EDF ont des actions EDF qui leur ont été servies en termes de primes. Ils deviennent petits associés, à ce titre peuvent siéger ou en se regroupant, et nous allons voir que c'est un des moyens aussi de meilleure gestion d'une entreprise. Si ces petits actionnaires, c'est ce qu'ils font en général, se regroupent au sein d'une association des actionnaires de l'EDF, si je reprends cet exemple, ils vont pouvoir siéger à l'Assemblée générale des actionnaires et donc donner leur avis, participer au débat, participer à la gestion même de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Monsieur Leclerc, nous en arrivons à parler de l'audit. C'est très important parce que là, il faudra peut-être revenir sur la signification première, les objectifs fondamentaux de l'audit, parce qu'ici, en Afrique et surtout ici, dès qu'on parle d'audit, on se met à fantasmer. On attribue à l'audit d'autres objectifs qui ne sont pas en fait ces objectifs fondamentaux. Alors l'audit, monsieur Leclerc. Alors bon, ça c'est... Il est évident que lorsqu'on prononce le terme d'audit ici en Guinée, et surtout quand on commande une audit, on est pratiquement sûr de trouver des dysfonctionnements, et c'est normal, tant que tricher sera le sport national. Donc l'audit est utilisé ici comme une arme, alors que ça peut être un outil, un formidable outil. Ce n'est pas uniquement un contrôle des comptes, une audit, c'est aussi une analyse fine du fonctionnement de la structure ou d'une activité dans la structure. L'audit peut révéler de nouvelles méthodes qui seront plus efficaces, qui amélioreront la production. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'un producteur de pamplemousse. J'adore ça, vous le savez, je l'ai dit. Puisque donc l'audit du processus de production de ces pamplemousses, ça pourra comprendre par exemple une analyse des méthodes de plantation, une analyse des méthodes de traitement, de collecte, mais aussi de transport. Nous savons déjà ici que le transport génère une très grosse quantité de pertes parce qu'on met des fruits entreposés les uns sur les autres.
et qu'ils peuvent pourrir. On sait bien qu'il y a des pertes et donc une perte de chiffre d'affaires qui rejaillit sur le vendeur, sur le producteur et sur tous les intermédiaires qui vont aller au marché. Donc une audit, c'est aussi analyser différents modes de transport. Alors on peut imaginer, je dis n'importe quoi parce que je ne connais pas évidemment le processus de transport des pamplemousses, mais on peut imaginer par exemple étudier des conditionnements différents. Alors je pense à des cagettes ou des cajots. On trouve des cagettes en plastique, des cajots en bois, en Europe en tout cas. On peut calculer la perte ou l'économie sur les pertes de l'utilisation d'un autre mode de transport. C'est ça l'audit, c'est pas seulement aller chercher des comptes. C'est bien de parler de l'audit en citant cet exemple de planteurs d'arbres fruitiers, en tout cas de vendeurs, de commerçants, de fruits. Parce que tout simplement, ici, lorsqu'on parle d'audit, dans l'imaginaire populaire, on pense à une structure étatique, avec alors l'audit d'un grand directeur, d'un PDG de société. On pense aussitôt à cette classe-là de gestionnaires ou de responsables d'entreprises économiques. Alors que, comme vous le dites, il y a ce côté organisationnel de l'audit. Et qu'il y a d'autres facettes aussi, l'audit, M. Philippe Leclerc. On confond souvent contrôle des comptes et audit. On confond ça. Contrôle des comptes, c'est examiner la comptabilité, c'est des méthodes très techniques qui permettent de voir d'après des sources écrites, c'est-à-dire relevé de comptes, production des factures fournisseurs, factures clients, faire des recoupements, regarder si les procédures en termes de marché public, de marché en tout cas, ou d'appel d'offres, les procédures ont été respectées, croiser les éléments d'information strictement financiers, rapprocher les comptes bancaires, examiner si les pièces de caisse correspondent. Et le croisement de toutes ces informations, c'est le contrôle des comptes. On peut dire aussi audit, puisque l'audit comprend le contrôle des comptes. Mais la partie qui peut être attribuée d'ailleurs à un contrôleur aux comptes, cette partie financière-là, est très technique. L'audit organisationnel, elle, fera beaucoup plus appel à l'analyse de l'existant, mais dans plusieurs domaines. Elle est plus généraliste, elle peut s'intéresser à la production, elle peut s'intéresser au stock, elle peut s'intéresser au transport, nous l'avons vu dans notre exemple. Et l'audit va donner lieu à des recommandations organisationnelles ou à repérer des dysfonctionnements qui causent des pertes. Tout cela est de l'audit. Il y a une partie technique qui est plutôt financière, et une partie organisationnelle qui fait à la fois appel à un croisement d'informations qui sont repérées sur le terrain, ne serait-ce que par l'observation ou la recherche d'éléments qui sont parfois subjectifs et pas forcément écrits, ce qui est utile ici lorsqu'on a affaire à des activités dans l'informel. Tout cela est l'audit, mais la part d'audit organisationnel demande une certaine imagination pour proposer des solutions. Donc c'est moins coercitif, c'est plutôt du conseil. Parce que là, pour les néophytes que nous sommes, et qui sont les plus nombreux, ils s'attendent toujours à ce côté répressif, ce côté où on va distribuer des blâmes, des condamnations, des suspicions. Voilà, donc il est clair que en fait ce n'est pas ça, l'audit ne sert pas à ça. Mais également, la tentation est trop forte pour moi. Il y a également aussi on brandit souvent l'audit comme une arme de combat sur le plan politique ou sur le plan de conflit d'intérêts ou de stratégie. Monsieur Leclerc. Alors ça peut l'être, bien sûr, mais le commanditaire d'une audit qui irait dans ce sens, ça peut se retourner contre lui. Moi, je ne fais pas de politique, mais je sais que la politique est changeante, que les opposants d'hier sont
sont la majorité d'aujourd'hui, mais que demain, on ne sait pas trop qui sera à la tête de l'État. Donc, celui qui lance une audite risque d'en trouver une pour lui-même à la prochaine élection. Je pense que nous pouvons peut-être clore ce chapitre de l'audit, mais qu'elle nécessite quand même peut-être d'approfondir. La prochaine fois, je vous porterai des exemples. Philippe, en conclusion, qu'est-ce que vous allez nous dire là ? Pour cette deuxième émission qui parlait des conditions de réussite d'une économie solidaire, et on a vu que ce sont aussi les conditions de réussite d'une économie tout court, on a vu qu'elle passe par le rétablissement de la confiance, et la confiance, ça vient avec le dialogue. Nous en revenons à la nécessité de changer nos comportements. Je suis très frappé lors de mon travail d'audit, par exemple, de rencontrer des salariés qui sont obligés de tricher, des patrons qui ne font pas confiance, et finalement, quand on les prend individuellement, chacun d'entre eux veut s'en sortir par le haut en général. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que chacun est capable ou a la volonté de changer, il manque ce simple déclic. Alors il peut venir de l'extérieur, moi je veux bien intervenir dans certains cas, je le fais déjà, mais c'est une des conditions préalables, le rétablissement de la confiance, surtout dans notre pays ici. C'est encourageant, ça prouve que nous pouvons tous agir. Peut-être manque-t-il un travail de médiation, de conseil. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler lors de notre prochaine émission. Je vois que l'heure tourne, dans laquelle nous devrons évoquer les formations à l'entrepreneuriat solidaire, les différents secteurs d'activité de l'économie guinéenne dans lesquels l'économie solidaire serait un atout de développement économique. Je crois que ça sera le thème de notre... Le peu de temps qui nous reste, Monsieur Leclerc, le travail d'équipe. Cette notion de travail d'équipe n'est pas très ancrée dans les mœurs professionnelles. Le travail d'équipe, une collaboration et une coordination resserrée au niveau des structures aussi bien publiques que privées, parce qu'on s'imagine que le résultat, la performance d'une entreprise, quelle qu'elle soit, est due à son personnel, et une collaboration permanente, constante, et une concertation entre le personnel donne évidemment de meilleurs résultats, Monsieur Leclerc. Le travail d'équipe ne s'impose pas, ça s'organise et il découle d'un certain nombre d'actions préalables. Vous ne pouvez pas imposer à un salarié maltraité qui a le ventre vide de vouloir respecter son travail ou son patron. Donc il est impératif, et des émissions comme la vôtre, et je vous en remercie, est utile pour ça, que chacun prenne conscience et prenne conseil autour. Il y a des spécialistes, il y a des gens qui font même ça pour rien. Tout n'est pas une question d'argent. Les relations humaines peuvent générer du chiffre d'affaires et contribuer au développement économique, j'en reste persuadé. Puis là aussi, ça nous fait penser au rôle des directeurs des ressources humaines, ce qu'on appelait avant les chefs du personnel. Parce que ils ont pour la plupart du temps, ils ont eu un rôle un peu ambigu. Le chef du personnel, est-ce qu'il est là pour la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire du personnel, aussi bien sur la qualité de l'évaluation des compétences, de l'affectation de ces compétences aux postes appropriés qui en ont le plus besoin, mais également veiller à leurs droits sur le plan salarial, il est vrai, mais sur le plan également de la protection sociale, mais sur le plan également de la concertation relevant de la maîtrise d'une certaine psychologie sociale des uns et des autres, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on arrive à des directeurs ou des responsables de la gestion des ressources humaines tout à fait avertis, tout à fait motivés, je sais pas, pour une autre façon de gérer les ressources humaines, Monsieur Leclerc. Alors c'est toujours, on en revient toujours à la même chose. Le DRH, c'est un métier à part entière qui n'a rien à voir avec le contrôle de la qualité du travail du salarié. Le DRH s'attache à chaque salarié qu'il doit normalement bien connaître. Donc, dans les très grandes entreprises, il y a des DRH adjoints, il y a des collaborateurs, mais le patron d'une petite entreprise, il est en même temps le DRH. Et la gestion des ressources humaines comprend bien sûr toutes les obligations administratives,
déclaration, mais aussi, et pas seulement le bien-être, mais la progression dans la formation du salarié. Vous savez qu'à notre époque, il faut se former tous les jours. Alors ici, c'est très frappant de voir qu'une fois qu'on a un diplôme en poche, quel qu'il soit, licence, maîtrise, on croit qu'on est arrivé et que tout nous est dû. C'est le gros souci dans nos pays. Or, c'est faux. Avec un diplôme, il peut être très vite obsolète par les temps qui courent. Donc la gestion des ressources humaines, c'est faire progresser chaque salarié dans l'entreprise, à la fois pour son bien-être, mais c'est rarement le cas dans les grandes entreprises, mais surtout pour qu'il produise mieux et qu'il produise un travail de qualité. On en revient toujours à la même notion de qualité de travail. C'est un métier, ça s'apprend. Or, il y a très peu de formation de gestionnaire de ressources humaines. Parce que, de toute façon, souvent, les responsables des ressources humaines que l'on trouvait, on en trouve encore un peu, de toute façon, ils n'avaient aucune qualification pour exercer ce genre de travail. Bon, mais en parlant de cela, mais là, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser un peu, Monsieur Leclerc, par la notion de travail d'équipe, parler également de cette... Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être au niveau des entreprises où il y a un effectif assez important de personnel? Parce que souvent, on voit surtout dans le privé, et surtout dans les multinationales, dans le cas de la Guinée, dans les zones minières, les travailleurs, en fait, ils s'échinent, bien payés, mal payés, c'est un peu comme des robots, mais ils n'ont aucune connaissance de ce que représente effectivement l'entreprise, cette grosse machine qui les emploie. Cela aussi n'arrange pas les choses, M. Leclerc. C'est le gros souci et le respect ou non de la réglementation. La Guinée, comme tout pays un peu organisé, dispose d'une réglementation et les entreprises doivent, par exemple, avoir un syndicat, enfin une représentation des salariés. Est-ce que cela fonctionne? Je ne suis pas sûr. Il y en a, mais ça ne fonctionne pas. J'en doute parce que souvent, ils sont vite récupérés par ceux-là même qui devaient être tout simplement leurs interlocuteurs, parce que eux, étant eux les porte-voix de l'ensemble des salariés, M. Leclerc. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de récupération dans le syndicalisme, peut-être plus exacerbé ici, où le syndicalisme est un peu... En général, en Afrique d'une manière générale, M. Leclerc. C'est un peu un privilège que d'être représentant syndical, plus que d'aider son collègue, peut-être. On en revient au changement de comportement. On ne peut pas... Les patrons, ils sont doués pour diviser, pour tout simplement isoler les représentants syndicaux de leur base en leur octroyant de menus avantages qui en vérité ne représentent absolument rien, les coupent de leur base et les avilient d'une certaine manière. Là, il y a un problème d'éthique, là, M. Leclerc. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'on rencontre ce genre de problème. C'est à travers le monde entier, ça sera toujours la guerre, une petite guerre larvée. Alors, certains patrons écartent les syndicalistes, d'autres, au contraire, les soignent comme des coqs en pâte, pour qu'ils ne disent rien. En France, moi, je connais des représentants syndicaux qui ont tellement d'heures de délégation ou à qui on permet de partir qu'on ne les voit quasiment jamais dans l'entreprise qui les emploie. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, il joue son rôle d'entrepreneur, il essaye d'acheter la paix sociale. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Monsieur Philippe Leclerc. Encore une fois, merci. Merci de la pertinence des sujets que vous développez à l'intention de nos auditeurs. Chers amis auditeurs, nous ne pouvons pas vous dire au revoir sans vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd el-Fitr et que Allah Tout-Puissant accepte nos dévotions, nos prières et nos repentirs. Bonne fête et bon week-end à mes auditeurs. Merci pour l'équipe technique, M. Mohamed Touré, merci. Encore une fois, merci Philippe. Bon week-end, chers amis auditeurs, à la semaine prochaine. Votre ami Maguette Mbouch vous souhaite encore une bonne fête de Korité.